Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver dans votre émission L'Instant Matin. Nous sommes ensemble pendant 30 minutes et aujourd'hui nous allons parler de nutrition. Chaque jour, sur les réseaux sociaux, dans les magazines et même dans nos discussions, alors nous trouvons toutes sortes de promesses de régimes où nous allons trouver le régime adéquat ou alors l'aliment miracle. Et aujourd'hui, nous allons essayer de mettre un petit peu d'ordre dans toutes ces informations. Et j'ai le plaisir de recevoir Nessima Idi Naren. Bonjour. Bonjour Mariam, merci pour l'invitation. Bonjour à tous les téléspectateurs de Canal Algérie et spécialement votre émission. Merci beaucoup, merci d'être là. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Oui, c'est Nessima Idi Naren. Je suis à la base physiopathologiste, nutritionniste, spécialisée en gestion du poids, nutrition, nutrithérapie et nutrition sportive aussi. Voilà, donc c'est énormément de... C'est vaste. Voilà, c'est très vaste. En et effet. c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va essayer un petit peu de simplifier tout ça aux téléspectateurs, démêler un petit peu le vrai du faux. Et comme je l'ai dit, il y a énormément d'informations, on entend tout et son contraire. Et surtout de nos jours, l'alimentation est devenue, on va dire, la base de tout, d'une vie saine et d'un corps sain aussi. En effet. Au fait, la nutrition, il faut savoir que ça a toujours existé. En fait, ça suit la civilisation humaine. Donc, depuis qu'on existe sur le monde, on se nourrit. Voilà. Du chasseur-cueilleur, aujourd'hui, on tombe dans un autre, absolument, dans une nouvelle ère. Voilà. Tout à fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça a pris un petit peu de regain, vu l'envahissement et vu les taux de maladies postmodernes, le syndrome métabolique, le nombre et les chiffres alarmants des cancers et leur étroite même d'autres maladies, le diabète, les maladies cardiovasculaires, ainsi que leur relation étroite avec le mode d'alimentation. Donc c'est pour ça qu'il est important et impératif de connaître ne serait-ce que les basiques d'une nutrition saine et équilibrée. Et si on essaie un petit peu de décortiquer les choses, ce n'est plus comme avant, ça évolue comme toutes les sciences. Si on essaie un petit peu de comprendre la nutrition c'est de la biochimie, c'est qu'on étudie comment est-ce qu'un aliment est assimilé dans notre corps. L'aliment qui fournit des glucides, donc de l'énergie, l'aliment qui a un rôle constructif, donc les protéines, ceux qui ont un rôle pour construire le muscle ainsi que l'organe, etc. Et les minéraux qui sont considérés comme des micronutriments qui ont un rôle comme cofacteurs dans des réactions chimiques dans le corps. Et nous avons aussi la diététique. Quant à elle, si la nutrition, elle répond au quoi de la chose, donc l'aliment, la diététique, elle répond au comment. C'est un art. Donc la diététique, si on essaie un petit peu de la définir, j'aimerais bien commencer par ces petites définitions. C'est très important, je trouve que c'est important. Absolument, il faut que ça soit déjà clair pour tous les téléspectateurs. Absolument. La diététique, c'est une branche scientifique, certes, de la nutrition qui étudie l'ensemble des règles hygiéno-diététiques, y compris l'alimentation, l'activité physique, les changements d'une certaine physiologie à l'autre, la femme gestante, allaitante. On étudie tous ces facteurs, justement. Donc ça englobe tout le monde. Tout le monde est concerné. Tout le monde, toutes les tranches d'âge, le sujet âgé, adolescent, nourrissant, enfant, femme gestante, allaitante, le sportif de haut niveau, la qualité de sommeil aussi, on en prend en considération. Donc on étudie les interactions, bien l'effet justement des aliments sur la santé et bien sûr comment peut-on apporter plus de bénéfices sur cette santé Justement, comment peut-on apporter plus de bénéfices à cette santé? Très bien. En fait, quand on dit plus de bénéfices, pour faire simple, pour faire simple, si on donne l'exemple d'un Algérien, les Algériens, on connaît tous notre génétique plus ou moins, on connaît tous notre environnement dans lequel nous vivons. Pour faire simple, il faut vraiment revenir aux ressources. Donc le régime alimentaire méditerranéen, donc on est concerné. L'idéal. Déjà pour nous, j'en reviendrai un peu plus tard, c'est des études qui ont été faites en 2023 plus récentes que ça, mais je voudrais un petit peu, si vous me permettez, Myriam, parler un petit peu de l'évolution justement et de comment ça a été établi, comme vous avez dit au début, en introduction, c'est qu'il y a des régimes miracle, un aliment miracle, ça n'a jamais existé. Ça existe des tendances maintenant en régime. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des effets de mode. Oui, c'est des effets de mode, carrément. Il faut faire la part des choses. Il faut bien, c'est-à-dire comprendre sur quelle base sont fondées. La diététique, elle est fondée sur deux approches, je dirais, grandes approches ou approches primordiales. Il y a les régimes, ce qu'on appelle le régime normal, dans lequel on trouve par exemple des petits bobos esthétiques, une insuffisance pondérale, un petit surpoids,
poids en gère, mais sans qu'il y ait aucun problème de santé. Donc, même des petites carences aussi? Justement, j'y reviendrai. D'accord. Les petites carences, ça rentre dans c'est un régime normal, mais ça rentre dans ce qu'on appelle le régime adjuvant. C'est un régime normal, mais il est supplémenté. On fait attention aux sources de B9, on fait attention aux sources de fer en cas d'anémie. Comme on l'assimile plus correctement, le fer d'origine végétale en rajoutant de bonnes sources de vitamine C, ça c'est les régimes adjuvants. C'est toujours dans la même catégorie, dans la catégorie de régimes normaux. C'est un régime normal, juste on lui rajoute un peu de supplémentation vu les petites carences qui ne sont pas vraiment méchantes. Il n'y a pas de maladie proprement dite, des petites insuffisances. Par contre, la deuxième catégorie, là où il faut vraiment bien la décortiquer, ce sont les régimes thérapeutiques. C'est toute une spécialité. On se surspécialise pour justement avoir un certain savoir-faire en termes de nutrithérapie. Donc la diétothérapie, si on essaie un petit peu d'imaginer la chose, on a minimum 5 régimes dans le monde de régimes thérapeutiques. Le premier type de régime, on a les régimes restrictifs. Je vous donne l'exemple de l'hypertension artérielle. Justement, qui fait partie de cette catégorie Je vais vous donner des exemples au fur et à mesure. Chaque fois qu'on va... est-ce qu'il est concerné par le premier ou par la deuxième? Tout à fait. Quand on parle de régime restrictif, par exemple, généralement, on trouve les régimes hyposodés. C'est destiné pour les hypertendus. Les gens qui ont un problème d'hypertension artérielle, on ne peut pas leur donner un programme, plutôt un médicament ou bien une approche thérapeutique sans qu'il y ait des règles hygiéno-diététiques. Et en tête de liste, c'est de réduire le sodium, d'éviter les charcuteries, le sel caché surtout. Et là, j'ouvre une grande parenthèse pour les hypertendus en Algérie. Ne vous contentez pas de la réduction du sel à la maison, mais allez-y chercher, décrypter les étiquettes. Il y a du sel caché dans les produits ultra transformés. Pour faire simple, vous les évitez au maximum. Évitez-les. Donc, le deuxième type, on trouve aussi dans cette catégorie les régimes aussi hypolipidiques pour les gens qui ont des dyslipidémies, les régimes aussi hypoglucidiques pour les diabétiques. Ça, on est dans les régimes thérapeutiques qui sont classés comme régimes restrictifs. Deuxième type, c'est la seule condition où on peut tolérer une restriction. C'est pour ça, vous m'avez tendu une perche au début en disant que c'est à la mode. Effet tendance, c'est vrai. On trouve que des filles adeptes ou bien essayent de trouver des solutions miracles ou bien des solutions à leur obésité en adoptant des régimes restrictifs très difficiles, c'est pas possible de tenir. Déjà très dur à appliquer, à suivre, et puis ça va engendrer des séquelles, il va y avoir des répercussions sur la santé en termes de carence et tout. Donc le premier type, la restriction seule quand il y a une pathologie à côté, le cas des régimes qu'on vient de citer. Deuxième type de régime, c'est les thérapeutiques. C'est les régimes thérapeutiques d'éviction. Là, on est face à une intolérance ou une allergie alimentaire. D'accord. J'en cite l'exemple des maladies, des APLV, les allergies de protéines de lait de vache. Chez le nourrisson, ça existe en Algérie. Oui. Donc, on donne des substituants au lait, c'est-à-dire le lait artificiel, il ne doit pas contenir des protéines. C'est des hydrolysats, c'est des préparations proches de la consistance du lait. Ou bien si la maman allait, c'est l'idéal d'ailleurs. C'est l'idéal. Si la maman allait, elle-même doit suivre un régime sans protéines de lait de vache. D'accord. Vous imaginez. Effectivement. Troisième type, on passe au régime de confort. Les régimes de confort, généralement, ils sont liés avec les troubles gastro-intestinaux. Donc, si on a un problème d'ulcère gastro-duodénal, de gastrite et tout, on évite l'aliment et on suit le patient. Au fur et à mesure, et on corrige, on réintroduit selon son état de santé, s'il est en phase de crise, en phase de rémission. Quatrième type, c'est les régimes, ce qu'on appelle les régimes d'accompagnement. On accompagne la thérapeutique, mais pas vraiment. Pour quelle raison? Qui est concerné par ce genre de régime? Je vais vous donner un exemple. C'est les gens, par exemple, qui ont des maladies auto-immunes. Vous probablement entendu parler des régimes anti-inflammatoires. Oui, absolument. Les régimes anti-inflammatoires, par exemple, pour les maladies auto-immunes. Pourquoi ces dernières années, on a dépensé, vous savez, les laboratoires dépensent énormément de budget parce qu'à vrai dire, c'est un problème d'intérêt public, c'est-à-dire c'est toute une bourse qui est une somme colossale qui est déboursée pour une bonne prise en charge de ce patient à travers le monde entier. Je ne parle pas de l'Algérie uniquement. Oui, absolument. Donc toutes les sociétés, tous les peuples sont concernés aujourd'hui. L'Europe, les États-Unis, on est tous concernés. Donc une maladie auto-immune, c'est une prise en charge lourde.
lourde pour l'État. Donc, si les règles hygiéno-diététiques ne suivent pas, le patient va rechuter, il va faire plusieurs complications, ça va se répercuter sur son travail, sa famille, c'est-à-dire sur l'économie nationale. Vous voyez. Donc, les régimes justement qui sont dits régimes d'épargne, c'est des régimes qui vont aider, plutôt accompagner, pardon, les régimes d'accompagnement qui vont accompagner le patient pendant sa prise en charge thérapeutique pour éviter les complications et pour aussi éviter d'éventuels problèmes de santé secondaires liés à sa pathologie d'origine. L'exemple, c'est les insuffisances rénales. Les insuffisances rénales, quand il y a un problème d'insuffisance rénale, le malade, il est là, il a un problème d'insuffisance rénale, mais on essaye de retarder le maximum sa dialyse, le passage à la dialyse. Donc on essaye de lui donner une alimentation vraiment au gramme près, je dirais. Par exemple, sans viande pour... Pas sans viande, non, parce que là, c'est une... vous savez, sans viande, ça égale dénutrition chez l'insuffisant rénal. Donc, apport protéiné calculé selon le bilan. Selon son bilan, selon sa fonction rénale, la créa, c'est tout un bilan à faire et on compare. Après, on a des fourchettes, selon la fourchette là où il est le patient en termes de bilan, c'est-à-dire le bilan biologique, c'est lui qui décide la quantité, l'apport en protéines en termes de quantité. Il n'y a pas que les protéines, il y a aussi les minéraux. Il y a le potassium, il y a plein de minéraux à revoir, le sodium entre autres. Donc tout ça sera calculé en fonction de son bilan. Et le dernier régime thérapeutique, pour un petit peu cerner la chose, le régime d'assistance. Et c'est quoi exactement un régime d'assistance? C'est quoi exactement? C'est le cas des patients qui sont, c'est des cancéreux généralement, qui présentent une dénutrition assez importante et c'est-à-dire on n'arrive pas à gérer, on est obligé de le réanimer, on est obligé ça nécessite un séjour en réanimation ou bien en post-chirurgie, de lourde chirurgie, ou alors des patients qui nécessitent, généralement, ce qu'on appelle les conditions médicales aiguës. C'est une quand les personnes n'arrivent plus à s'alimenter. Ils n'arrivent plus à s'alimenter. Là, on a recours à une substitution avec une alimentation artificielle. Et là, en Algérie, on émerge. On est émergent vraiment dans cette optique, malgré qu'il y a des choses qui sont vraiment magnifiques qui se font. Mais à l'étranger, par exemple, on a l'embarras du choix en termes de solutions, comment est-ce qu'on les injecte, etc. Avant, justement, d'assister le patient à la maison. Parce qu'ensuite, une fois il est évacué, il est sortant de l'hôpital, à ce moment-là, c'est une autre histoire. Ça, c'est une catégorie très sensible. C'est les sujets qui sont dénutris suite à un acte chirurgical ou un trauma ou les cancéreux stade vraiment tardif. Très bien. En tout cas, merci déjà de nous avoir un petit peu éclairé sur cette première partie de l'émission où un petit peu on a réussi à comprendre quel régime, on va dire, chaque personne a besoin de quel régime et surtout de suivi. On va continuer la deuxième partie de notre émission juste après le jingle. Essayer de rentrer un peu plus en profondeur et surtout essayer de donner le maximum d'informations au grand public, par exemple sur les derniers régimes à la mode. On entend tous parler donc du jeûne par exemple intermittent. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce jeûne intermittent? On entend beaucoup le régime intermittent sur les réseaux sociaux, tout le monde le vante. Est-ce que c'est vrai ou non? Très bien. Je voudrais juste, Madame Lim, si vous me permettez, tirer au clair les choses. Quand on dit jeûne intermittent, ça n'a jamais été classé comme régime. Ça n'a jamais été classé comme diète. C'est une approche, c'est une pratique. Le fait d'espacer, les espacements de repas ont un impact positif sur la santé quand ils sont bien calculés d'abord et quand ils sont donnés pour la bonne personne. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec vous. Allez-y. C'est pas donné, généralement c'est les personnes qui font ça de leur propre initiative. De leur propre initiative, c'est encore plus pire, plus grave. Pourquoi? Surtout pour les femmes. Si on parle d'hommes, sauf s'il est sportif. S'il est sportif, il peut y avoir, des retentissements sur sa performance parce que les sportifs, ils ont un besoin différent. On calcule au gramme près l'apport en protéines, en glucides, avant et après, le type de discipline, s'il s'agit d'une discipline d'endurance ou de force, la phase, s'il est en phase de préparation, de récupération, de compétition, c'est vaste. C'est vaste. Donc, sauf pour l'homme, ça marche. Pourquoi? Le jeûne intermittent. C'est quoi la différence? Par rapport à la femme, je vais vous en parler. La femme, on a tout un changement de cycle appelé la menstruation. Donc, on a plusieurs hormones. L'homme, il n'en a qu'une seule.
l'hormone qui est un petit peu impliquée dans la gestion de stock, les réserves, la combustion de graisse, le glycogène, qui est le testostérone. Par contre, nous, on en a. C'est-à-dire, c'est pas ça qui manque chez la femme. Il y a le progestérone, les œstrogènes, testostérone, les pics, ça remonte et ça redescend. Il y a tout un cycle, le cycle, la menstruation, la phase folliculaire, la phase utérine. C'est-à-dire, c'est toute une phase qui pourra être facilement perturbée si on n'arrive pas à choisir le bon jeûne intermittent. Un. Deux, c'est pas toutes les femmes qui peuvent appliquer, maintenant par exemple, le jeûne intermittent, c'est des phases, c'est des plages. Au fait, ils sont calculés. On trouve le 16-8, on trouve le 4-4-12, on trouve... Le but, au fait, c'est quoi? C'est juste de créer des espaces pour ouvrir ce qu'on appelle en anglais le fat burning zone, les phases brûle-graisse. Si on arrive à s'abstenir, ne pas manger pendant 4 heures, le corps, il est parfaitement bien fait. Il va piocher dans ses réserves. En termes de gestion de poids, je parle de la gestion de poids, on va piocher dans ses réserves, on va même arriver le jeûne, par exemple, religieux pendant Ramadan, on va jeûner quand même en jeûne 8 heures, 10 heures, voire plus parfois, et plus. Mais on arrive à gérer, à tenir le coup, on est en pleine énergie, en force. Pourquoi? Parce que le corps commence à s'y habituer petit à petit, le premier, le deuxième, troisième jour, mais en même temps sécrète une autre alternative qui est les corps cétoniques. Il y a toute une biochimie dans tout ça. Par contre, si la femme décide d'elle-même, par exemple, elle a vu sa voisine ou sa copine en train d'essayer un jeûne intermittent, qui peut aller, j'en ai vu, et j'en ai eu des cas avec des troubles hormonaux suite à un jeûne, à une pratique de jeûne intermittent non étudiée. Donc, elle a vu sa copine qui avait fait un jeûne intermittent, une jeune fille de 23 ans. Si je ne me trompe pas, elle est venue consulter à cause d'un problème, d'un trouble hormonal, un défi pandéral, des ovaires polykystiques. Qu'est-ce qu'elle a fait, la pauvre? Elle s'est dit, je vais faire un jeûne intermittent comme l'a fait ma copine. Et elle s'est retrouvée 18 heures de jeûne avec des troubles pires que ces troubles précédents. Donc là, on se dit que le jeûne intermittent, c'est une pratique, c'est pas une diète. Ça ne va rien changer si on n'arrive pas à manger correctement, sainement et d'une façon équilibrée selon nos besoins, notre activité physique, notre phase, je dirais, dans la vie. Un sujet jeune ne mange pas comme un vieux, n'a pas les mêmes besoins. Un sujet hyperactif, c'est-à-dire qui a beaucoup d'activité physique, c'est pas comme le cas d'un sujet sédentaire, etc. Et par rapport à la femme et l'homme. Donc ça, j'espère que j'avais répondu à votre question en termes de jeûne intermittent, c'est très important. Ensuite, les diètes. C'est vrai qu'on est tenté parfois, on trouve tellement de témoignages. En fait, c'est les témoignages qui laissent hausser les femmes qui sont tentées. C'est ça le piège. En fait, c'est là où on tombe dans de pièges facilement. En plus, il y a aussi, excusez-moi pour l'expression, si je peux me permettre, les publicités, je dirais mensongères. Excusez-moi, c'est du marketing. Après tout, le régime miracle, il n'y a pas de régime miracle, l'aliment miracle, la tisane miracle, il n'y a pas de tisane miracle, ni de régime miracle, ni d'aliment miracle. À propos encore de notre régime, on va essayer d'éclaircir aussi le régime protéiné. Il y a énormément de personnes qui le font. En effet, les régimes hyperprotéinés. Vous savez, Madame Myriam, les protéines, c'est une molécule, c'est une magnifique molécule que la nature nous a offerte. Mais en même temps, il faut savoir comment l'utiliser. Quand on parle de régime protéiné, c'est un passage obligatoire. Si je trace avec à mon malade un objectif à court ou à long terme pour la gestion du poids, je dois passer obligatoirement par un régime hyperprotéiné. Pourquoi? Pour déjà préserver la masse musculaire, c'est-à-dire pour éviter les fentes. Et vous imaginez, si l'apport en protéines n'est pas bien calculé, le patient peut ne pas pouvoir marcher. Si je lui demande une simple activité, la marche, de 45 à 1 heure, il me dit, je n'arrive pas. Ouais, parce qu'il arrive, il commence déjà à piocher dans sa réserve, il commence à utiliser ses protéines qui se trouvent au niveau de la jambe, il n'arrive pas à marcher, il est fatigué. C'est un petit exemple. Donc la protéine, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut qu'il y ait un bon apport en protéines. Mais calculé. Est-ce qu'il y a un certain âge où on doit un petit peu augmenter notre apport en protéines? Augmenter chez le sportif. Généralement, il y a une règle. Donc, on calcule le besoin en protéines entre 0,8 g à 1,2 g par kilo par jour. C'est-à-dire, on se pèse, chacun a sa balance chez lui, ou bien peut se faire peser dans une officine. Donc, il va avoir son poids. Il peut calculer selon son activité physique. On fait des exceptions, par contre, pour les athlètes. En termes de protéines, on peut en faire. Mais généralement, 1 gramme par kilo, 1 gramme par kilo de poids par jour, c'est suffisant. Et là, on va faire une règle de 3 pour avoir la quantité de protéines. Et on peut l'avoir et on varie. Surtout, on varie. Allez, on va vous poser une question. Quelle est la meilleure protéine?
Alors, est-ce que c'est les viandes blanches, les viandes rouges? Vous savez, la meilleure protéine, je vais vous dire, c'est les poissons, pour moi, les petits poissons. Oui, les petits poissons, pour moi, sardines. C'est les recherches qui le disent, c'est les recherches, c'est-à-dire les scientifiques qui ont passé toute leur vie, nous on est toujours en recherche, qui ont passé toute leur vie, consacré toute leur vie à faire des comparaisons, c'est les poissons de petite taille, je dirais même la sardine, en premier lieu, oui. Après, il va y avoir bien sûr la diversification, les œufs, si on parle de pouvoir d'achat aussi, c'est contraignant en Algérie quand on dit protéines et tout, donc les œufs restent quand même une très très bonne source de protéines. Ensuite, il va y avoir les viandes, que ce soit la viande rouge, la viande blanche. Revenir aussi sur la diversification des viandes, pourquoi pas. La viande, par exemple, caprine, la viande, il y en a plusieurs viandes c'est vrai qui ne sont plus consommées en Algérie, qui ne sont plus consommées. Il y avait un certain temps aussi, on mangeait les chevreaux voilà, aussi. Donc c'est vrai que c'est une viande maigre. Oui, une très bonne viande, surtout pour les gens c'est-à-dire qui font face à des besoins spécifiques, type anémie à répétition, les malades. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le lapin? Oui, le lapin aussi, ça reste une très bonne source de protéines. En fait, et les œufs? Les œufs, les œufs, je vous ai dit que c'est le... Parce que c'est le plus simple, parce que des fois, on est un petit peu, il faut dire, on est à une heure où tout va très vite, on a envie de cuisiner plus rapidement et tout. Si par exemple, on est un peu pressé, est-ce que par exemple, manger 2 œufs par jour, ça peut couvrir un petit peu les besoins? Ça ne couvre pas, mais ça contribue dans la couverture de besoins journaliers. Ça contribue. Parce que 2 œufs, je vous ai dit, il faut calculer l'apport, le besoin, pardon, et selon votre poids, selon votre activité physique, en fait, c'est personnalisé. C'est à la carte. Le régime avec le blanc d'œuf, qu'est-ce que ça dit? En fait, le blanc d'œuf, le jaune d'œuf, il a été le pauvre discriminé pendant très longtemps dans les dyslipidémies, les problèmes de cholestérol, mais finalement, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le blanc d'œuf. Et même le beurre aussi. Pendant très longtemps, ça a été l'aliment à bannir, et il y a quelques années où ça a été prouvé que non. Le beurre, quand c'est un beurre naturel, c'est un beurre animal, naturel, bien sûr. On peut aller même au ghee, le beurre clarifié, le beurre clarifié qu'on a l'habitude d'utiliser avec une petite modération. Aussi? Non, c'est pas semaine d'origine végétale. Non, pas semaine d'origine. Non, autrefois c'était d'origine animale. Exact. Ça, c'est une très très bonne source de bonne graisse, mais avec modération. Le beurre, ça a toujours été malheureusement à bannir, mais entre guillemets, si on essaie un petit peu d'analyser les choses, c'était avec l'arrivée des margarines. Donc les margarines, c'est très nocif. Les margarines, c'est pas comestible du tout. Donc c'est la source de gras à éviter, à ne pas acheter carrément, les margarines. Très bien, on va revenir dans quelques instants, juste après le jingle, pour avoir les meilleurs conseils. Pour une bonne alimentation. Oui, en conclusion, pour faire simple, revenir aux recettes de grand-mère. Déjà les ustensiles, la terre cuite, le fakhar qu'on a l'habitude d'utiliser, avant de les cuillères en bois en bois d'olivier. Revenir aux cuisines de vos grand-mères et prenez tout ce que vous voyez devant vous en termes d'ustensiles. Vous appelez vos mamans et vos grand-mères et vous prenez note. Allez, toutes les recettes. Ensuite, les ustensiles toujours, la fente ou bien l'inox inoxydable. À part ça, évitez le téflon. Justement, sur les réseaux sociaux, on est en train vraiment de revenir vers les poêles en inox et toutes les batteries cuisine de préférence en inox. Granit, c'est-à-dire aussi ça reste quand même assez healthy. Donc premièrement, parce que les techniques de cuisson, ça joue. Revenir aux recettes de grand-mère en termes de façon, comment façonner la chose, l'étouffer, tagine, fini les gratins, arrêtez de manger tout ce qui est fast-food, la friture, c'est pas tout ce qui est frit et bon. Les frites. Il y a des gens qui ne mangent pas sans frites. Mais actuellement, on est en train de préparer des gratins à base, même d'autres légumes, on les passe c'est-à-dire en frites. Il ne faut pas frire tout. Il faut enlever l'idée tout ce qui est frit est bon. Donc revenir à l'étouffer, au four, les techniques de cuisson de grand-mère, et en même temps revenir aux sources. Revenir aux sources, se ressourcer de notre alimentation. L'huile d'olive comme source de bonne matière grasse, le beurre clarifié, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec modération.
préparation. Par exemple, les couscous avec, Oui, avec plusieurs céréales. Avec les céréales, absolument. Couscous déjà fait avec du blé complet. Le blé complet avec de l'orge. C'est un pays qui regorge de plusieurs céréales. Il faut juste miser sur les céréales complètes. Avec le germe et avec l'enveloppe, vous aurez plein de vitamines, de minéraux, avec une bonne gestion de glycémie et en même temps prioriser les protéines qui sont en quelque sorte faciles à digérer, voire les poissons, les œufs, avant de penser aux charcuteries. Très bien. Merci, merci beaucoup. Donc le dernier conseil, c'est de revenir à nos anciennes recettes de grand-mère à l'alimentation des anciens. Voilà. Tout à fait. Très bien. Mais en tout cas, merci beaucoup. C'était passionnant. Merci d'avoir éclairé un petit peu, on va dire, ce sujet qui est passionnant. Merci encore. On arrive à la fin de notre émission. C'était un plaisir de vous accompagner. Je vous dis merci de nous avoir suivis et restez sur les programmes de Canal Algérie.